Bon réveil, il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. Et à 8h, le journal est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Ne pas flancher alors que le plus dur est fait. Le PSG doit confirmer son exploit du match aller ce soir au Parc des Princes face à Manchester United, avec à la clé une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Attention à ne pas reproduire le scénario catastrophe d'il y a 2 ans. Les surveillants de 19 prisons ont mobilisé ce matin un mouvement de solidarité envers leurs 2 collègues attaqués hier par un détenu radicalisé à Condé-sur-Sarthe. L'homme voulait venger le terroriste du marché de Noël de Strasbourg. À suivre également, les douaniers de Calais alertent sur l'impréparation totale de leur service en cas de Brexit dur dans 3 semaines. Un document européen. Didier François a rencontré en Syrie la femme de l'un des 2 frères Klein, les djihadistes français qui avaient revendiqué les attentats du 13 novembre. Ils seraient morts tous les 2. Et puis Fabrice Lucchini et Camille Cotin à l'affiche du Mystère Henri Pic au cinéma, adapté du best-seller de David Fuenkinos. 8h12 après votre journal, Vincent Hervouette, l'Académie antiterroriste voulue par Emmanuel Macron. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Les joueurs parisiens ne veulent plus en entendre parler, mais les supporters auront forcément en tête ce soir la débâcle d'il y a 2 ans, la fameuse remontada terrible barcelonaise qui avait éliminé le PSG. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Match retour ce soir au Parc des Princes contre Manchester United, cette fois après, là aussi, une belle victoire, 2-0 à l'aller. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Sébastien. Est-ce que cette fois on peut y croire? Est-ce que le sort est conjuré? La remontada, ce démon dont on leur rebat les oreilles, s'y attendaient les joueurs. Arrêtons d'avoir peur, avait asséné Kylian Mbappé dès la fin du match aller en Angleterre il y a 3 semaines. Parce que depuis cet insensé soir de mars 2017, l'équipe elle a changé. Plus de 400 millions d'euros investis. Mbappé, Neymar sont notamment arrivés. Mais bien sûr, les Anglais pas favoris ne se sont pas gênés pour exhumer le fantôme. La remontada, tout le monde s'en souvient, a dit hier le jeune entraîneur mancunien. Aucune mission n'est impossible. Les supporters parisiens sont eux archi confiants. Ils ne croient pas à un bégaiement de l'histoire. C'était une autre époque, c'était un autre temps. C'est plus le même PSG. Paris, ils vont gagner 3-0. Manchester peut revenir, croyez-moi. Mais on va leur mettre 4-2, c'est fait, c'est signé. On compte sur eux. Il y a Mbappé au centre et qui en plante 2 à chaque match. Et oui, Mbappé, le tube but du moment, 6 lors des 5 derniers matchs. Cependant qu'à Manchester, la casse tracasse, 9 blessés, plus 1 Paul Pogba suspendu. Ça fait 10 absents. Alors oui, pour répondre à votre question, tout semble réuni pour franchir l'écueil des 8e de finale sur lequel les Parisiens se sont échoués ces 2 dernières saisons. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'est fait, disent les supporters. On verra ce soir. Match à suivre en intégralité sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h autour de Lionel Rosso et en public dans notre grand studio Pierre Bellemare. Et puis on parlait de remontada hier soir, c'est le Real Madrid qui a pris une claque. Drame au Bernabéu, titre la presse espagnole ce matin. Le triple tenant du titre éliminé de la Ligue des Champions par l'Ajax d'Amsterdam, 4-1 hier soir. Ouais, la casse-tracasse pour reprendre l'expression de Jérôme Lacroix. L'autre grand titre ce matin, Sébastien, ce sont les surveillants de prison mobilisés depuis l'aube. Les personnels pénitentiaires veulent marquer le coup après l'attaque au couteau commise par un détenu radicalisé qui a visé 2 surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe hier. Ce matin, leurs collègues occupent les entrées, filtrent les accès. Mobilisation recensée dans 19 centres pénitentiaires comme à Fleury-Mérogis en région parisienne. Écoutez Thibaut Capel de Force Ouvrière. C'est une accumulation de tout depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on voit une administration pénitentiaire décadente. Nous, on nous demande de tenir les établissements franchement avec des bouts de ficelle. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens de lutter contre les introductions d'objets dangereux, les trafics de stupéfiants. Vous avez des téléphones portables qui rentrent non-stop. C'est véritablement un enfer à gérer. Nous, on est en sous-effectif régulièrement. Un coup, on remet à la hausse, mais le problème, c'est qu'on a tous les collègues qui partent parce que l'administration est de moins en moins attractive. Et le problème, c'est que nous, en les laissant partir, on se met, nous, en danger, puisque la première sécurité dans un établissement pénitentiaire, c'est le collectif. Propos recueillis par Chanel Petit à Fleury-Mérogis pour Europe 1. Les 2 surveillants blessés à Condé-sur-Sarthe sont hors de danger, mais c'est bien l'antiterrorisme qui est chargé de l'enquête. 3 personnes étaient en garde à vue hier soir. L'assaillant, un détenu radicalisé de 27 ans, est lui hospitalisé. Il a été blessé dans l'assaut du raid quand sa compagne et complice, elle, a été tuée. Il a expliqué vouloir venger Cherif Shekat, l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Et ce qui frappe ce matin dans les récits que vous avez rassemblés, Salomé Legrand, c'est l'extrême détermination du couple à laquelle ont été confrontés les policiers qui sont intervenus.
Oui, quand les forces spécialisées arrivent, la scène est figée. Le détenu et sa compagne se trouvent dans l'unité de vie familiale, mais ils ont des voisins. Un autre couple dont l'homme est aussi soupçonné de radicalisation. Il faut donc d'abord vérifier qu'ils n'ont rien à voir avec les faits, puis les exfiltrer. Ce sera le cas en début d'après-midi. Les négociateurs du raid entrent alors en contact avec le couple retranché via les interphones. S'ensuit une demi-heure de revendications. Le détenu affirme vouloir venger le terroriste de Strasbourg. Il hurle des Allahu Akbar, veut mourir en martyr et affirme même être en possession de ceintures explosives et d'acide sulfurique. Sa compagne, qui prétend elle être enceinte sous une ample djellaba, n'a pas été fouillée à l'entrée au-delà du détecteur de métaux et elle a des fils suspects qui dépassent de ses vêtements. L'intervention, déjà compliquée par les portes sécurisées de la prison, est d'autant plus prudente. Tous les moyens de reconnaissance possibles sont envoyés devant les deux issues du petit appartement. D'après nos informations, les équipes qui ont retrouvé le couple finalement replié dans la minuscule salle de bain ont été frappées, je cite, par leur furieuse détermination. Même les messages de leurs proches n'ont eu aucun effet. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Il est 8h06. À Grenoble, après 3 nuits de violence, les parents de l'un des 2 jeunes morts à scooter alors qu'ils tentaient d'échapper à la police appellent au calme. Pas de nouveaux incidents signalés hier soir. Cet après-midi, une marche blanche aura lieu dans le quartier Mistral en soutien aux familles. Toujours pas d'avancée dans les négociations sur le Brexit et à Calais, les douaniers s'inquiètent. Aucun débouché annoncé après une nouvelle séance de discussion hier à Bruxelles et chaque jour qui passe d'ici à la date butoir du 29 mars augmente le risque de voir se réaliser le pire des scénarios, une sortie sans accord avec retour immédiat des contrôles douaniers. Lionel Gougelot, vous êtes à Calais. C'est exactement ce que redoutent les douaniers que vous avez rencontrés qui estiment qu'ils n'en auront pas les moyens et ils ont entamé une grève du zèle. Effectivement, c'est un mouvement qui consiste en fait à appliquer rigoureusement les procédures de contrôle douanier renforcées qui seront en vigueur en cas de Brexit dur, préfiguration selon eux de ce qui se passera au lendemain du 29 mars. Et qui dit contrôle renforcé dit ralentissement du flux de camions dans le tunnel sous la Manche et au terminal des ferries. Résultat, encore une fois ce matin sur l'autoroute A16 et sur la rocade portuaire de Calais, plusieurs kilomètres de files de camions en attente de traverser en Grande-Bretagne. Alors, pour limiter l'engorgement aux abords de Calais, les autorités ont mis en place des zones de stockage de poids lourds en amont sur les principaux axes, comme lors des alertes météo à la neige. Ce 3e jour d'action des douaniers risque de pénaliser fortement les sociétés de transport qui font transiter leurs camions par Calais. Dans la perspective du Brexit, Eurotunnel et le port de Calais ont prévu des aménagements spéciaux pour les futurs contrôles douaniers, assurant qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Le gouvernement, lui, a entamé le recrutement de 700 douaniers pour les ports français de Manche et de Mer du Nord, mais cela ne rassure pas donc les syndicats des douanes qui s'engagent donc dans cette 3e journée d'action. Lionel Gougelot en direct de Calais pour Europe 1. La taxe contre les GAFA en Conseil des ministres aujourd'hui. Faute d'accord européen, la France s'attaque seule aux géants du net. Le projet prévoit de prélever 3% du chiffre d'affaires réalisé en France par ces mastodontes du numérique qui ont plutôt l'habitude d'envoyer leurs bénéfices à l'étranger. Et ce projet justement de Bruno Le Maire, on en parle tout à l'heure dans 5 minutes sur notre antenne. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal Sébastien Krebs, il figurait parmi les djihadistes français les plus recherchés. Les frères Klein seraient morts tous les deux dans la dernière poche de l'État islamique. Ils apparaissaient dans la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre. Le premier, Fabien Klein, a été tué il y a 2 jours. Le second, Jean-Michel, serait mort lui aussi. C'est ce qu'affirme sa femme dans un document recueilli par notre envoyé spécial en Syrie. Didier François, vous l'avez rencontrée alors qu'elle fuyait les combats et elle ne renie en aucun cas les actes de son mari. Oui, ni regret, ni contrition, bien au contraire, car dans la nébuleuse islamiste, Dorothée Klein n'est pas la première venue. Tout juste sortie de Barouze, au milieu d'une cohorte d'épouses de djihadistes fuyant les bombardements et les combats, elle accorde ses interviews à la presse, trônant en majesté sur une couverture, quand autour d'elle, des dizaines de femmes au voile couvert de poussière s'assoient à même le sol avec leurs enfants faméliques. Le prestige de son mari et celui de son beau-frère, qui comptait
compter parmi les Français les plus haut placés dans l'appareil de propagande de l'État islamique, donnent à Dorothée Klein ce statut particulier et à aucun moment elle ne prendra la moindre distance avec leurs engagements, cherchant encore à justifier les attentats de Paris. On a voulu diaboliser l'État islamique, mais c'est faux. On veut faire croire aux Français, aux citoyens que ces attentats, c'est faux. Et c'est comme vous, par exemple, si on s'en prend à votre famille, vous voudriez faire justice. Et voilà, c'est triste. On a voulu, la justice a voulu être faite. Je dis juste que dans des guerres, il y a des innocents. Mais est-ce que vous croyez que c'est équitable entre les attentats? Le bilan, oui, je sais qu'il est lourd, mais pas aussi lourd que ici. Est-ce que ça vaut tout ça? Parce que là, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui est contre nous, qui nous massacre. L'asservissement des femmes yézidis, la crucifixion des chrétiens, les décapitations de Kurdes, les massacres de chiites en Syrie comme en Irak, tout cela la laisse parfaitement indifférente. Seule la navre, le naufrage du califat de Daesh, dont le tout dernier réduit est en train de s'écrouler sous ses yeux. Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Voilà, c'est totalement édifiant. C'est un document que vous retrouvez bien sûr sur notre site europe1.fr. On termine ce journal, Sébastien, au cinéma avec Fabrice Lucchini à l'affiche aux côtés de Camille Cotin. À l'affiche du Mystère Henri Pic qui sort aujourd'hui, film adapté du best-seller de David Fuenquinos. Déjà vendu à 450 000 exemplaires, et bien l'ouvrage retrouve à l'occasion de cette sortie cinéma une nouvelle jeunesse en librairie. Nicolas Caro. Les éditeurs ne sont pas idiots. Lorsqu'un livre est adapté au cinéma, il s'agit de ne pas laisser passer l'occasion. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, la couverture est remplacée par l'affiche du film. Donc le livre est mis en valeur comme une nouveauté et donc il redécolle. Selon David Fuenquinos, ce n'est pas systématique, mais pour le Mystère Henri Pic, c'est déjà bien parti. Et là, le Mystère Henri Pic, on est en grande tournée depuis 2 mois. Je sens que le livre est rentré dans les meilleures ventes 2 ans après sa sortie. Et les libraires anticipent chez Stanislas Rigaud à Paris. On a prévu le coup. Systématiquement, ça redécolle. Après, il y a forcément une question d'amplitude, succès et qualité du film. Le Mystère d'Henri Pic, qui avait donc déjà fait sa vie, redémarre là. Et par exemple, à la librairie, là, on pense qu'une bonne centaine est tout à fait envisageable, supplémentaire. Donc c'est quand même des chiffres qui ne sont pas anodins. Et pas la peine d'attendre la sortie du film pour que ça redécolle. Selon un libraire de la Fnac, la seule apparition de Fabrice Lucchini à la télévision pour la promotion a déjà enclenché le redémarrage des ventes. À l'échelle nationale, 50 000 exemplaires sont remis en place dans les librairies. Nicolas Caro, le Mystère Henri Pic en librairie donc et au cinéma ce mercredi si vous voulez fuir le foot. Oh non, surtout Pierre. pas. Surtout pas. Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs.